c'est ce gouvernement, c'est ce ministre de l'Intérieur qui demain va annoncer une réforme de l'asile digne de notre pays, parce qu'il faut sauver l'asile qui est au cœur même de nos valeurs, de notre Constitution, de ce que nous sommes. Alors là aussi, nous devons être fiers de ce que nous avons engagé. Cela n'a rien à voir avec ce qui a été fait pendant 10 ans, qui consistait à jeter les Français les uns contre les autres. Nous voulons, sur ces sujets comme sur les autres, apaiser et rassembler au nom des valeurs qui sont les nôtres. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite, qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Je pense à ces mots-clés de la honte qui, sur Twitter, viennent raviver les pires stéréotypes. Quand après la Shoah, on en vient à dire qu'un bon juif, c'est un juif mort, c'est bien qu'il y a un problème et que l'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut dénoncer, parce que cette parole, aujourd'hui, elle ne touche plus les milieux traditionnels de l'extrême droite. Elle fait aussi des dégâts en banlieue. Et ce que je demande aux militants et aux citoyens de la gauche, c'est de se rendre compte qu'une pensée d'extrême droite est aujourd'hui en train de gagner d'autres consciences. Raison de plus pour combattre le racisme, l'antisémitisme, partout, pas seulement dans les meetings, mais au porte-à-porte, et notamment à l'occasion des élections municipales, où nous aurons devant nous, souvent, non seulement l'extrême droite, mais aussi des listes communautaires qui, sur fond d'antisémitisme et de racisme, veulent prendre la conscience d'une partie de notre jeunesse. Et puis évidemment, il faut sévir. Et mes chers amis, nous devons nous rappeler, cela a été dit ce soir, que c'est ce gouvernement et sur ma proposition que le président de la République a décidé la dissolution de 5 groupuscules d'extrême droite, et notamment l'un d'entre eux, l'œuvre française, qui depuis des décennies est au cœur, là aussi, de la matrice intellectuelle d'une grande partie de l'extrême droite. Et nous devons le rappeler, ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme, de ces heures rances, moisies, où la France s'est perdue, où la France n'était plus elle-même. Flatter cela, c'est être du côté de l'infâme. Et la République devait agir. Et nous allons continuer. Et c'est ce gouvernement qui a cassé les reins de ces groupuscules d'extrême droite et qui continuera à le faire à chaque fois que la loi l'exigera, parce que dans la République, il n'y a pas de place pour ces groupes et pour ces discours. Moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Qu'il y ait des ambiguïtés dans la société française, c'est pas ce que je voulais vous dire, mais comme j'ai la parole, je la garde et je manifeste un peu d'habileté. Mais en tout cas, qu'il y ait plus que de l'ambiguïté dans la société française, dans de nombreux cercles, à gauche comme à droite, mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut être impitoyable, clair sur ces questions, bien évidemment. Donc on a des choses étranges, des tueurs fous. Préciser les choses. Ben, des tueurs fous et méthodiques qui tout à coup tuent. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si vous en venez. Vous ne représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Hein, des idées et beaucoup d'idées sans doute. Une inspiration d'idées. Et alors on se demande. Une élection présidentielle, c'est une élection d'idées. Oui, bien sûr. Certains se disent, est-ce qu'il n'aurait pas acheté des parrainages de Jacques Cheminade? C'est absolument insultant pour les maires et je n'accepte pas qu'on dise des choses pareilles. C'est une question. On a vu ça dans la presse. C'est une question insultante. C'est une question de la presse qui est insultante. Non, vous avez combien de militants? C'est quoi le militantisme chez vous? On vous voit jamais autrement. Parce que
Vous voulez pas me voir Oui, d'accord. Là, vous répondez à une question qu'on ne vous a pas encore posée. On va préciser les choses. Hein. Vous devez, je crois... Mais ce sont des choses. Oui, très bien. Je dois à cause de ça. D'accord. En 1995, vos comptes de campagne ont été invalidés, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Et donc depuis, il y a une... Ils ont été invalidés dans des conditions scandaleuses. Ouais, enfin, ils ont été invalidés, et donc vous devez 170 000 €, je crois, au fisc. Hein? C'est ce qu'on appelle de la cavalerie, ça. Hein? Non, pas du tout. Vous l'avez utilisé en 95, cette somme? Bien sûr que oui, il n'y a aucune contestation sur les dépenses. Vous faites quasiment pas de meeting? Non, on ne peut pas faire de grands meetings. Vous savez combien ça coûte, un grand meeting? Non, mais un petit. Même un petit, ça coûte de l'argent. On fait dans la rue, comme Montebourg. C'est bon? Alors c'est pas... vous allez mettre ce t-shirt, vous l'avez déjà mis hein, la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Oui, en plus, ça fait un peu mytho. Ça pourrait donner à penser que j'ai des accointances avec l'élite de la police nationale. Je vais le changer. Peut-être mettre un truc plus neutre. C'est bien celui-là, non? Ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Bah, à chaque fois, j'ai de la chance parce que je cherchais mon con du mois. Alors, j'ai vu évidemment Caroline Fourest a fait un gros numéro là, avec les Femen. Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femen et elles ont vivement été attaquées par des sauvages qui leur ont foncé dessus, donné des coups dans le dos, dans les jambes, dans la tête, partout. Et ils se sont aussi attaqués aux journalistes, dont moi, parce que je filmais. Mais on l'a quand même... nommé, on ne doit pas dire nominé. On l'a nommée déjà plusieurs fois, je crois qu'elle est déjà très présente au palmarès. Et là, j'ai eu du pot, c'est que vous savez que j'ai sorti Chronique d'avant-guerre, mon dernier bouquin, et comme ça sort à la fois chez Contre-Culture, donc dans la dissidence totale, mais aussi chez Blanche, et donc avec une distribution, on va dire, traditionnelle, l'attaché de presse a fait son travail, c'est-à-dire d'envoyer ce qu'on appelle des exemplaires de presse aux journalistes au cas où ils voudraient parler du bouquin. Parce que je rappelle que Comprendre l'Empire, qui en est à, je crois, à sa 13e réédition et qui totalise à cette heure 45 000 exemplaires, n'a jamais eu aucune recension dans les médias officiels. Donc là, envoi d'exemplaires de presse, et mon attaché de presse m'a renvoyé le mail que lui a envoyé un journaliste en réponse à la demande d'invitation, voilà, pour que je puisse parler du bouquin ou que le bouquin soit critiqué. Alors je vais vous lire ça. Alors il s'agit de notre con du mois, hein, on l'aura compris, qui s'appelle Frédéric Aziza. Voilà. Je vous lis d'abord sa petite diatribe, c'est un mail. Je suis tout à fait ouvert au débat et à la confrontation d'idées, avec un seul bémol. L'impossibilité pour moi d'offrir quelque tribune que ce soit à ceux qui véhiculent d'une manière ou d'une autre des messages de haine, de violence, de racisme ou d'antisémitisme. Le problème, c'est que la pseudo-littérature d'Alain Soral est tout cela à la fois. Il me semble en outre très difficile d'inviter un antisémite sur le plateau de mon émission en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz par ceux qui, à l'époque, propageaient la même idéologie que ce monsieur. Voilà. Cordialement, Frédéric Aziza. Voilà. Donc là, je crois qu'on a ce qu'on appelle, ce que Audiard appelait une synthèse. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Du journaliste issu de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, qui occupe, c'est un mot qu'on peut, oui, il s'agit bien d'occupation, à peu près la totalité de la superstructure idéologique de la France, donc le journalisme, et qui effectivement fait un boulot de censeur tribaliste, hein, avec un peu d'insultes dedans, d'injures. Alors on peut décortiquer. Évidemment, il est ouvert au débat, sauf avec ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne se soumettent pas à ce qu'il représente. Alors évidemment, il y a toujours le message de haine. Alors je rappellerai à ce monsieur Aziza, qui semble être membre de la communauté juive, que s'il veut voir ce que c'est qu'un message de haine, il lise tout simplement l'Ancien Testament, la Torah. One can see a quite explicit statement of this theme in the book of Isaiah. In the 60th and 61st chapters, the prophet raves that eventually all the wealth of the Gentiles shall be delivered to the Jews, that the Jews shall, quote, suck the milk
of the Gentiles, while the Gentiles all become servants of the Jews. Il verra que là, il y a un vrai projet de haine, de déclaration de guerre à la terre entière, projet de purification ethnique au nom d'une race supérieure, avec volonté de mise en esclavage de la totalité des peuples réduits à l'état d'esclaves. Hein, donc ça, c'est l'Ancien Testament. Donc sur la haine, je pense que devrait plutôt se regarder dans une glace et lire le bouquin de Gilad Atzmon, dont nous sommes le co-éditeur. Hein. Alors il parle aussi de violence, de racisme, et puis évidemment d'antisémitisme à la fin. Alors je rappellerai que l'antisémitisme, je ne peux pas en être un, puisque je suis pro-palestinien, pro-arabe et même sympathisant des musulmans. Hein. Donc je ne peux pas être antisémite. Par contre, peut-être qu'effectivement je suis judéo-critique, hein, ou judéophobe, mais lui est bien islamophobe jusqu'à la trogne. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. C'est assez démontré par toutes ses prestations récentes et par le fait qu'il est membre, je crois, journaliste non seulement au Point ou je sais pas trop où, il a plusieurs fromages, hein, on sait comment ça marche maintenant, mais aussi à Radio J, qui est une radio universaliste républicaine et non communautaire, comme vous savez. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des imbéciles ou que ce monsieur soit trop bête pour amalgamer racisme et antisémitisme. L'antijudaïsme que je professe est un antiracisme, c'est assez facile à comprendre. Quant à la violence, il semblerait plutôt, quand on regarde sans doute un de ses maîtres à penser, un de ses champions, M. Netanyahou, que la violence n'est pas de mon côté. Moi, ça s'appelle égalité et réconciliation, mon truc, et c'est plutôt pour empêcher la violence que ces gens-là sont en train de mettre en place. Hein, voilà. Après, évidemment, il y a l'histoire en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz. Alors, il me semble que Aziza, c'est pas du tout un nom ashkénaze. À mon avis, son grand-père assassiné à Auschwitz a dû côtoyer Elie Wiesel. À peu près, ça. Je demande d'ailleurs, là, je lance un appel aux gens qui font encore du journalisme sérieux et qui ont encore le courage de ne pas se soumettre, qu'on fasse une petite recherche sur qui est ce monsieur Aziza, d'où il vient, et qu'est-ce que faisait sa famille dans les années 30, 40, 50. Parce que j'en ai un peu marre qu'on me sorte à chaque fois l'histoire de du grand-père ou de la grand-mère morte à Auschwitz. Je me pose la question de savoir comment il peut y avoir, comment la population juive française a pu doubler entre les années 30 et aujourd'hui, alors que tous les ascendants de ces gens-là sont morts à Auschwitz. Est-ce qu'ils sont nés par l'opération du Saint-Esprit ? Je sais que ces gens-là sont un peu des magiciens sur les chiffres. Ils sont un peu capables de multiplier le prix des pantalons à une jambe et aussi d'autres chiffres. Mais il faut arrêter de prendre le goy. Je crois que ça veut dire chèvre, je sais pas, ou, enfin, le sous-homme, quoi, le crétin, chrétien, prénommé Christian pour un imbécile. Hein. Donc j'aimerais bien que, là c'est un appel que je lance, puisque ce monsieur Aziza nous parle de son grand-père assassiné à Auschwitz. J'aimerais bien que certains s'amusent, moi j'ai pas que ça à foutre, à chercher dans le CV de monsieur Aziza s'il a bien un grand-père qui est mort à Auschwitz. Je vais lancer un peu un message, moi j'en ai plus que marre que des gens qui représentent moins de 1% de la population française, qui tiennent à peu près toutes les places de décision, crachent à la gueule des Français comme moi, les empêchent de travailler, hein, les insultent. Je commence à en avoir plein le cul et je pense que je suis pas le seul. Voilà. Et je dis à monsieur Aziza qu'il devrait réfléchir un peu à être un peu moins brutal, un peu moins agressif, un peu moins haineux, et que la prochaine fois, si jamais ça tourne mal, il faudra peut-être pas qu'il me demande que je le cache dans ma cave, hein, comme dirait Dieudonné. Voilà. Parce que je ne suis pas juste... je sais que je ne suis qu'un goy, mais j'en ai un peu marre de me faire insulter dans mon propre pays, parce que je suis un patriote français et un honnête homme. Voilà. Et en dernière instance, monsieur Frédéric Aziza, visiblement me reproche d'être un peu de la droite nationale, hein, mais je remarque que c'était lui qui avait voulu inviter Marine Le Pen à Radio J et qui s'était plaint qu'on ne lui ait pas laissé le faire. J'aurais préféré l'inviter, j'aurais préféré l'interviewer. Moi j'avais ma logique, celle d'un journaliste qui voulait faire son travail de journaliste, y compris sur Radio J. Les auditeurs de Radio J ont eu un réflexe républicain, ils ont réagi, c'est peut-être à leur honneur, je sais pas, moi je voulais faire mon travail, un point c'est tout. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi moi je dois être traité comme un chien crevé, mais qui tend la main au Front National de Marine Le Pen. Peut-être qu'il y a un petit espoir via monsieur Alliot, qu'il y ait une petite collaboration dans la ratonnade depuis que Touche pas à mon pote s'est transformé en vas-y mon pote, tu peux ratonner, quoi, voilà. Donc j'emmerde ce monsieur Aziza, hein, profondément. Et je demande qu'on fasse travail de journaliste pour voir effectivement si effectivement son grand-père lui permet de me manquer de respect comme ça, ce qui est d'ailleurs déjà absurde, et pour lui dire que je fais partie des très nombreux Français qui en ont plein le cul
de cette arrogance communautaire, de cette domination communautaire, de cette malhonnêteté communautaire, hein, et de ce mépris. Voilà. Donc Frédéric Aziza, conduis-moi. Alors, pendant tout l'été, j'en ai attendu un. Il venait pas, donc je me suis dit, bon bah, ce coup-ci, il n'y en aura pas, tant pis, vidéo de rentrée sans conduis-moi, ça m'évitera encore des plaintes et des procès. Et puis, au miracle, comme à chaque fois, pratiquement la veille du tournage, ou l'avant-veille, le congrès du PS de La Rochelle et le magnifique discours de Manuel Valls. Parce qu'il n'y a aucune faiblesse à voir à l'égard des ennemis de la République. Quand même, hein, me désignant comme l'ennemi public numéro 1. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc je crois que ça vaut effectivement pour Manuel Valls, le teigneux catalan converti à la nationalité française en 82, mais éternellement attaché à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Quand même. Ça vaut, je pense, le titre de conduis-moi, si on réfléchit à la publicité qu'il me fait, et puis surtout qu'il désigne bien l'axe Soral-Dieudonné comme l'axe de la résistance à ce qu'il représente, l'axe du danger pour le pouvoir qu'il représente. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il associe ça à la menace Front National. Le Front National est un parti qui simplifie tout et qui ne règle rien. Là est le danger. C'est un faux débat de celui de savoir si nous devions débattre du Front National. C'est l'ennemi, c'est l'adversaire, et il fallait en parler ici, au cœur de cette université d'été. Donc finalement, il met en place de lui-même ce que finalement je décris moi, ce que je tente de faire depuis des années. C'est-à-dire effectivement un travail de résistance, d'avant-garde, sur une ligne qui s'appelle égalité et réconciliation, hein, c'est-à-dire gauche du travail, droite des valeurs, français de souche, français plus récent, contre le système, tout en admettant effectivement que, notamment quand on écoute Philippot, contre lequel vraiment j'ai rien à dire, ce qui à terme incarnerait, on va dire, l'opposition selon les voies traditionnelles serait le Front National. Je dirais même pas de Marine Le Pen, je dirais plus de Philippot, parce que je trouve que c'est lui qui est plus intégralement sur la bonne ligne, et qui est vraiment la nôtre, quoi. Écoutez, moi je veux bien qu'on gère, parce que c'est un problème de fond, je veux bien qu'on gère la pénurie, hein, oui, comme le font l'UMP, le Parti Socialiste et l'Union Européenne depuis des années. Ça ne marche pas, ça nous conduit tout droit vers la Grèce. Ou alors on se dit, on change de politique économique, on relance la machine, et ça fera des rentrées budgétaires. On relance la machine comment? Eh bien on réarme notre pays face à la mondialisation sauvage, on lui donne des frontières intelligentes, c'est pas fermer la France, c'est maîtriser nos frontières économiques et financières. On crée un État stratège, libéré des carcans de Bruxelles, qui puisse faire du patriotisme économique, et on retrouve notre souveraineté monétaire, parce que sans armes monétaires, on ne peut rien faire pour le rebond économique et social. Qui parle d'ailleurs lui-même aujourd'hui d'union il récuse le terme d'extrême droite, il a parfaitement raison, et il parle d'union des patriotes. Au niveau local, on peut imaginer des accords avec des gens qui viennent d'ailleurs de l'UMP, mais pas simplement, avec tous les patriotes. On tend la main à l'ensemble des patriotes. Notre électorat, il est ouvert à toutes les alliances, notamment avec tous les patriotes. Alors il y en a à droite, bien sûr. Il y a des maires divers droite, il y a des maires, peut-être même des maires UMP qui font bien leur boulot, mais il y a aussi des maires divers gauche, il y a des gens patriotes dans tous les camps, et nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas sectaires. Des patriotes résistants, comment dirais-je, à ce système de domination qui est plus qu'un système de domination, qu'un système de destruction. Voilà. Donc après, on pourra rentrer un peu plus dans les détails. Oui, alors, quand on écoute son discours, il n'a pas dû l'écrire lui-même, mais il l'a validé, on voit qu'il s'appuie sur l'idée que moi, Alain Soral, qui est le tout-puissant Alain Soral, mettrait en danger
le pauvre petit journaliste Aziza, qui, comme vous l'avez vu, a été, comment dirais-je, soutenu par tout le système politico-médiatique de gauche et de droite, ce qui veut bien dire qu'il y a vraiment un consensus du système. Et si on se rappelle bien de l'historique, je m'étais permis de ridiculiser un peu Aziza, parce qu'il avait démontré qu'il n'était pas un journaliste qui faisait son boulot, un journaliste français, mais un agent communautaire, ce que Jacob Cohen appelle un saillant, hein, et qui ne respectait pas du tout la déontologie journalistique, et qu'il était systématiquement dans le mépris, l'arrogance. Vous, Jacques Cheminade, vous représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française. Hein, vous avez combien de militants? C'est quoi le militantisme chez vous? Vous avez dit l'Assemblée n'est pas légitime. Bon, et vous avez quitté l'Assemblée. Vous avez quitté le travail en commission pour ça. Non, j'ai dit l'Assemblée n'est pas. C'est pas vrai. Mais je peux avoir mon idée sur le rôle de l'Assemblée parce que je suis gaulliste et pour le parlementarisme rationnel. Et parce qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels. Quelque chose d'ailleurs qui est inquiétant, parce que c'est la parenthèse, c'est que moi je m'inquiète beaucoup de la montée de l'antisémitisme, mais je pense que c'est ce genre de type qui en est la cause. Lui, Bernard-Henri Lévy, Kouchner, Attali, etc. Ils font vraiment un très sale travail pour ce que j'appelle la sécurité comment dirais-je, des juifs du quotidien. Hein. Donc en réalité, moi, je pense que, contrairement à ce que raconte M. Aziza, c'est lui qui est diffamant, arrogant, agressif, comme s'il avait les pleins pouvoirs. D'ailleurs, c'est assez marrant. On a l'impression qu'il confond la France et la Cisjordanie, quoi, que ça serait, ça serait en voie de colonisation finale et que ça serait effectivement des territoires occupés en voie de soumission finale à ce qu'ils représentent. Et c'est pas très dur de démontrer ce qu'ils représentent. Il le revendique lui-même. Hein. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. Et ce qui est marrant, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui normalement devrait protéger les gens comme moi, prétend défendre Aziza contre moi, alors qu'Aziza représente le pouvoir, mais dans toute sa caricature, et annonce qu'il voudrait s'attaquer à notre site Égalité et Réconciliation, qui est un site finalement de réinformation, et qui fait un travail que les journalistes ne font plus à cause de la domination sioniste sur la France. Alors, bien sûr, il faut condamner inlassablement les discours et les agissements de l'extrême droite. Il faut les combattre par tous les moyens légaux, comme je l'ai fait en proposant au président de la République et au Premier ministre la dissolution de groupuscules violents, xénophobes, antisémites, anti-musulmans, homophobes. Et donc il prétendrait fermer ce site au nom de la défense du journalisme libre. Parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc là, on est quand même dans l'inversion totale des valeurs et dans le grotesque. Et là, les Français sont témoins. Il suffit de regarder les commentaires sur les blogs. Tout blog confondu, il s'en prend plein la gueule. Hein, le petit excité catalan. Voilà. Et ce qui est grave, c'est que normalement, il est ministre d'État chargé de, comment dirais-je, du maintien de l'ordre, de la sécurité des Français. Or, par cette sortie, ce discours, il me met en danger, il m'attaque, il me menace. Et là, il n'est pas du tout dans sa fonction. Hein. Je rappelle que, c'est important de le rappeler, que Aziza, lui, n'est pas attaqué et menacé. Moi, j'ai subi cette année ma 5e agression. J'ai subi cette année 2 agressions. Et je parle d'agressions, pas des rencontres de hasard, hein, des commandos cagoulés qui viennent m'agresser, donc en réunion, enfin, des choses qui tombent gravement sous le coup de la loi. La dernière agression est encore en cours d'enquête. J'ai identifié les agresseurs sur photo, puisqu'ils ont été pris en photo par les vidéos de la RATP. Et comme par hasard, l'enquêtrice me dit que les RG n'arrivent pas à les identifier. Alors qu'on sait très bien que toute cette mouvance soi-disant antifasciste, qui a provoqué d'ailleurs la mort tragique du petit Méric, moi je serais les parents de Méric, je me retournerais contre ceux qui l'ont envoyé à la mort volontairement. Hein. On sait très bien que tous ces soi-disant antifascismes de pacotille, de lycéens, mais aussi celui de Valls, tout ça était une instrumentalisation. C'est-à-dire que je peux même pratiquement prétendre que les agressions que je subis sont plus ou moins téléguidées et en tout cas couvertes par le ministère de l'Intérieur. C'est une évidence. Et je fais remarquer aussi que j'ai demandé une protection policière officiellement par mon avocat, pour laquelle je n'ai eu aucune réponse, alors que moi, normalement, je devrais avoir droit, en tant que homme public français régulièrement agressé, je devrais avoir droit à une protection policière. Or, je remarque que tous nos élus de la République, élus au double sens du terme, les BHL, les Golnadel, ont tous des protections policières alors qu'ils ne sont absolument pas menacés, ils sont de pouvoir, parce que ça fait chic. Hein. Je crois qu'il y en a un qui a 6 policiers à plein temps à son service. Je le sais parce que c'est des amis à moi qui font ce travail.
vous le savez, hein. Moi je suis assez respecté par les corps constitués de la nation, et eux-mêmes se scandalisent qu'on leur fasse faire un boulot qui n'a rien à voir avec leur mission initiale. Donc on voit bien qu'il y a un détournement total de la fonction de ce qu'est normalement les ministères de la République, qui se deviennent les milices privées d'une petite communauté toute puissante, régnante et arrogante, dont d'ailleurs De Gaulle, je crois, disait qu'elle était sûre d'elle-même et dominatrice. Ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Hein, sans doute que Valls représente plus la France que le général de Gaulle. Et on voit là qu'on arrive à comment dirais-je, à une tension maximale qui produit un effet grotesque et angoissant, parce qu'effectivement, je discute en ce moment avec mes avocats pour savoir si je ne vais pas attaquer Valls pour injure, diffamation, car moi je n'incarne pas le fascisme. C'est assez facile de vérifier qu'Égalité et Réconciliation prône la réconciliation nationale, que la constitution de la composition sociologique de nos membres démontre que nous sommes dans l'antiracisme effectif et conséquent, contrairement à Valls qui, quand on lui tend un micro caché, trouve qu'il n'y a pas assez de white et de blanco dans son propre fief. On remettra les extraits. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Voilà, tu me mets quelques blancs, autrement dit trop de personnes de couleur. Est-ce que dans la bouche d'un autre, on crierait pas au racisme? Qui se permet de menacer les musulmans et d'exiger qu'ils l'applaudissent. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. Qui met la kippa chaque fois qu'il peut. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Mais la kippa chaque fois qu'il peut, mais dit que le voile est un problème dans la République. Eh bien oui, le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Merci. Alors que c'est visiblement un problème qui veut lui et ses comparses créer à tout prix, hein, pour détourner des vraies questions, évidemment, la question sociale, la question notamment de la domination, de soumission de plus en plus grande de l'État français, du peuple français, à des élites qui ne représentent pas la France et qui sont contraires à ses intérêts. Enfin voilà, on est dans tout ça. Et donc ce discours finalement de La Rochelle est évidemment un peu angoissant, parce que je suis désigné par le chef de la police comme ennemi public numéro 1, donc c'est à la fois flatteur et angoissant, mais ça a le mérite de bien clarifier les choses pour les gens qui n'ont pas encore compris, ou qui croient qu'on s'amuse, que c'est du guignol. Ça ne fait que valider mes analyses, hein, voilà. Valls représente le pouvoir, hein, et pas le pouvoir républicain. Il représente le pouvoir des élites oligarchiques, maçonniques, talmudo-sionistes, hein, on va le dire clairement, hein, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des communautés organisées. Et il me désigne comme danger pour ce qu'il représente, ce que je valide totalement, à part que moi, mon combat se fait sur l'analyse critique, la dérision, l'humour, et jamais la violence. Alors que la violence, jusqu'à présent, je n'ai fait que la subir. Hein. Voilà, que ce soit clair là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, parce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Qu'il y ait des ambiguïtés dans la société française, c'est pas ce que je voulais vous dire, mais comme j'ai la parole, je la garde et je manifeste un peu d'habileté. Mais en tout cas, qu'il y ait plus que de l'ambiguïté dans la société française, dans de nombreux cercles, à gauche comme à droite, mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut être impitoyable, clair sur ces questions, bien évidemment. Donc on a des choses étranges, des tueurs fous. Préciser les choses. Des tueurs fous et méthodiques qui tout à coup tuent. Qui viennent de non, Mars, pas non. du tout. Non. Pas du tout.
Je ne sais pas si vous en venez. Vous représentez pas grand-chose au niveau de la vie politique française, hein? Des idées et beaucoup d'idées sans doute. Une inspiration d'idées. Et alors on se demande. Une élection présidentielle, c'est une élection d'idées. Oui, bien sûr. Certains se disent, est-ce qu'il n'aurait pas acheté des parrainages de Jacques Cheminade? C'est absolument insultant pour les maires et je n'accepte pas qu'on dise des choses pareilles. C'est une question. On a vu ça dans la presse. C'est une question insultante. C'est une question de de la presse qui est insultante. Non, vous avez combien de militants? C'est quoi le militantisme chez vous? On vous voit jamais autrement. Parce que vous voulez pas me voir. Oui, d'accord. Là, vous répondez à une question qu'on ne vous a pas encore posée. On va préciser les choses. Hein. Vous devez, je crois... Mais ce sont des choses. Oui, très bien. Je le dois à cause de ça. D'accord. En 1995, vos comptes de campagne ont été invalidés, on est d'accord, hein? Oui, tout à fait. Et donc depuis, il y a une... Ils ont été invalidés dans des conditions scandaleuses. Ouais, enfin, ils ont été invalidés, et donc vous devez 170 000 €, je crois, au fisc. Hein? C'est ce qu'on appelle de la cavalerie, ça. Hein? Non, pas du tout. Non. Vous l'avez utilisé en 95, cette somme? Bien sûr que oui, il n'y a aucune contestation sur les dépenses. Vous faites quasiment pas de mythisme et de racisme veulent prendre la conscience d'une partie de notre jeunesse. Et puis évidemment, il faut sévir. Et mes chers amis, nous devons nous rappeler, cela a été dit ce soir, que c'est ce gouvernement et sur ma proposition que le président de la République a décidé la dissolution de 5 groupuscules d'extrême droite, et notamment l'un d'entre eux, l'œuvre française, qui depuis des décennies est au cœur, là aussi, de la matrice intellectuelle d'une grande partie de l'extrême droite. Et nous devons le rappeler, ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme, de ces heures rances, moisies, où la France s'est perdue, où la France n'était plus elle-même. Flatter cela, c'est être du côté de l'infâme. Et la République devait agir. Et nous allons continuer. Et c'est ce gouvernement qui a cassé les reins de ces groupuscules d'extrême droite et qui continuera à le faire à chaque fois que la loi l'exigera, parce que dans la République, il n'y a pas de place pour ces groupes et pour ces discours. Irriguer une grande partie de l'extrême droite qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Je pense à ces mots-clés de la honte qui, sur Twitter, viennent raviver les pires stéréotypes. Quand après la Shoah, on en vient à dire qu'un bon juif, c'est un juif mort, c'est bien qu'il y a un problème et que l'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut dénoncer, parce que cette parole, aujourd'hui, elle ne touche plus les milieux traditionnels de l'extrême droite. Elle fait aussi des dégâts en banlieue. Et ce que je demande aux militants et aux citoyens de la gauche, c'est de se rendre compte qu'une pensée d'extrême droite est aujourd'hui en train de gagner d'autres consciences. Raison de plus pour combattre le racisme, l'antisémitisme, partout, pas seulement dans les meetings, mais au porte-à-porte et notamment à l'occasion des élections municipales où nous aurons devant nous souvent non seulement l'extrême droite, mais aussi des listes communautaires qui surfont d'antisémites. C'est ce gouvernement, c'est ce ministre de l'Intérieur qui demain va annoncer une réforme de l'asile digne de notre pays, parce qu'il faut sauver l'asile qui est au cœur même de nos valeurs, de notre Constitution, de ce que nous sommes. Alors là aussi, nous devons être fiers de ce que nous avons engagé. Cela n'a rien à voir avec ce qui a été fait pendant 10 ans, qui consistait à jeter les Français les uns contre les autres. Nous voulons, sur ces sujets comme sur les autres, apaiser et rassembler au nom des valeurs qui sont les nôtres. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours